Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au Sénat, examen ce mardi du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi soumis à l'examen des sénateurs pour une seconde lecture prévoit un budget équilibré en recettes et en dépenses estimé à plus de 49 milliards de francs congolais. 3 décembre, le monde a célébré ce mardi la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par une grande activité sous les thèmes révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale et des personnes vivant avec handicap. Au Congo, moins 140 morts sont enregistrés au centre de santé des Pandi suite à une maladie non encore connue. Le vice-gouverneur de cette province qui livre l'information précise que l'inquiétude sanitaire a été observée depuis le 10 juillet dernier. La descente d'une équipe d'experts épidémiologistes est annoncée. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, examen ce mardi du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi soumis à l'examen des sénateurs pour une seconde lecture prévoit un budget équilibré en recettes et en dépenses estimé à plus de 49 milliards de francs congolais. Ce montant marque une augmentation notable de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, illustrant ainsi un taux d'accroissement significatif des prévisions budgétaires. Nous allons y revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et au cours de la plénière de ce lundi, le Sénat a autorisé la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor des Lobito. La Chambre des sages a également adopté les rapports de la commission ECOFIN sur les projets de loi de reddition des comptes 2023 et rectificative 2024. Grâce à l'embauche, ce reportage. Présidé par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, la plénière de ce lundi 2 décembre au Sénat a été consacrée à l'examen du rapport de la Commission des relations extérieures sur la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, signé à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023 entre la RDC, l'Angola et la Zambie. La Chambre des sages a également examiné les rapports de l'ECOFIN sur la reddition des comptes 2023 et sur la loi des finances rectificatives 2024. Dans l'ensemble, 75 sénateurs ont pris part au vote. Pour ce qui est de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023, 73 ont voté pour et 2 se sont abstenus. Le même décompte a été observé pour les 2 autres projets de loi, soit la loi des finances rectificatives 2024 et la loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Pour rappel, le projet de loi portant autorisation de la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito a été présenté à la Chambre haute du Parlement, puis confié à la Commission Relations extérieures pour un examen approfondi. Les membres de cette commission, dirigée par le sénateur Lutundula Apala, qui en a donné l'économie des conclusions de leur étude, estiment que la RDC peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la RDC et de la politique d'ouverture économique basée sur un partenariat gagnant-gagnant tel que prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi.
La République démocratique du Congo a célébré ce 3 décembre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap sous les thèmes révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale et des personnes vivant avec handicap. Une occasion pour la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, d'exprimer tout haut son approbation sur la révision de la Constitution qui, selon elle, limite les droits des personnes vivant avec handicap. Célébré sous le thème national de révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap, la Journée internationale des personnes vivant avec handicap a vécu à Kinshasa. À l'occasion, la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, a étalé la position des personnes handicapées, toutes les catégories confondues, sur le soutien à la révision de la Constitution qui semble à ce jour limiter le droit de ces personnes vulnérables. Nous voulons aussi permettre à la République démocratique du Congo de répondre, de s'harmoniser avec la norme internationale et de permettre à ce qu'on ne puisse pas lui faire toujours les mêmes recommandations. Je voudrais terminer en disant que ministre Irène Esambo se rallie à la composante personne avec handicap à laquelle elle appartient pour dire nous sommes pour les changements de la Constitution. Représentant la première ministre empêchée, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a dans son mot rappelé les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de cette question d'inclusion sociale des personnes avec handicap l'une des priorités de sa gouvernance. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait décidé de faire de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap l'une des priorités de sa gouvernance. D'abord en mettant en place, ça a été ici dit, pour la première fois de l'histoire de notre pays, un ministère délégué entièrement dédié à la cause des personnes vivant avec handicap. Présente à cette journée, ces personnes ont coulé toutes leurs doléances dans un rapport. Le dit rapport et une déclaration commune ont été remis au vice-premier ministre Liao qui promet déjà une suite favorable. Plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration, notamment le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a renouvelé l'engagement de sa structure à accompagner ce ministère et le gouvernement pour remettre totalement ces personnes vulnérables dans leurs droits le plus légitimes. Je le disais au sommaire, une maladie non encore connue fait rage à Pandi dans la province de Kwango. Le nombre des décès a augmenté en quelques jours dans la zone de santé des Pandi, passant d'une 60aine à 143 morts. Le vice-gouverneur de province qui livre cette information précise que l'inquiétude sanitaire a été observée depuis le 10 juillet dernier. Rémi Saki annonce l'arrivée d'une équipe d'experts épidémiologistes pour effectuer les prélèvements des échantillons a envoyé à l'Institut national des recherches biomédicales, INERB en sigle. L'autorité provinciale annonce également des assistances en intramédicaux de la part des SANRO, OMS, UNICEF et des élus provinciaux et nationaux du Congo afin de faire face à cette crise sanitaire. Et d'après le ministre provincial de la Santé du Congo, les personnes décédées ont manifesté la fièvre, le maux de tête et l'anémie. Direction le Sankuru, au total, plus de 800 élèves de l'école primaire Olela Kele ont bénéficié ce lundi 2 décembre de dons des kits scolaires, œuvre de l'ASBEL Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila. L'initiative Plus de Kabila ne cesse de fleurir au sein de la province du Sankuru. Plus de 8000 élèves de la province, précisément à l'école primaire Olela Kele, ont bénéficié le lundi 2 décembre le don des kits scolaires. Merci Maman Olive, merci pour les sacs, merci pour les cahiers, pour les stylos. Sous la houette des Pierre Mbaka et Ola, plusieurs écoles ont reçu chacune les sacs, cahiers, stylos, parasoleils et boîtes d'écrit pour les enseignants distribués par l'équipe de l'Initiative Plus Olive Lembe Kabila Sankuru, signalant que, en dépit de cela,
Les directeurs, les enseignants et élèves avaient adressé leur joie émotive et gratitude à la Samaritaine, Maman Olive Lembe Kabila. Nous remercions Maman Olive Lembe pour les gestes louables qui nous a envoyés, les kits scolaires, à travers son enfant, notre fils Pierre Mbaga. Alors nous remercions Maman Olive Lembe beaucoup parce qu'il a jugé bon de nous envoyer ses dons. Pour son geste combien louable. À l'occasion, ils ont réclamé ardemment la visite en présentiel de celle qu'on appelle affectueusement Mama Warou afin de relever les vieux défis. Et puis à l'occasion du 53e anniversaire de la Fédération des Émirats Arabes Unis, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, était l'invitée d'honneur de l'ambassadeur Al-Barouti, l'occasion de passer en revue les moments historiques de ces deux pays. Lundi 2 décembre 2024, il est 18h. Lorsque la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, fait son entrée à l'hôtel Fleuve Congo. Elle est invitée d'honneur de l'ambassade des États Arabes Unis à Kinshasa, en marge du 53e anniversaire de la Fédération des Émirats Arabes Unis. La cérémonie a débuté par les hymnes nationaux de deux pays, suivie de la projection d'un documentaire retraçant l'histoire de la construction de l'État des Émirats. Dans son allocution, l'ambassadeur Anwar Barout Al-Baroudi a salué les réalisations exceptionnelles des deux nations dans la consolidation des relations diplomatiques. Excellence, la ministre Aziza Mounana, dont nous sommes flattés d'avoir comme invité d'honneur à notre cérémonie, et depuis cette tribune, j'adresse à son Excellence Madame Aziza Mounana, Maman sociale, mes sincères remerciements et mon appréciation pour son honneur et la coopération qu'a fait preuve de son équipe dans l'acheminement de cette aide humanitaire aux nécessités. Prenant également la parole, Nathalie Aziza Mounana a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première ministre Judith Suminwa, tout en saluant l'étroite collaboration entre Kinshasa et Riyad. Au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, et moi-même, je tiens à saluer les efforts déployés par les Émirats Arabes Unis dans le domaine de l'assistance sociale et humanitaire. Je suis convaincu que notre partenariat sera fructueux et bénéfique pour nos populations respectives. S'ensuivra le partage d'un repas copieux. Un moment exceptionnel entre la ministre Nathalie Aziza Mounana et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Kinshasa, Anwar Barout Al-Baroudi, qui vont par la suite communier autour du gâteau marquant l'anniversaire de la Fédération des Émirats Arabes Unis. L'ambassadeur va enfin guider son hôte Nathalie Aziza Mounana pour la visite des portraits retraçant l'histoire de son pays. Et puis un mot sur la situation dans l'est de la RDC. Kinshasa a obtenu un nouveau procès contre Kigali devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. Selon le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Samuel Bemba Kabuya, le procès de la RDC contre le Rwanda à cette cour s'ouvrira le 12 février prochain. Samuel Bemba, qui l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu ce lundi, a souligné que cette affaire n'est pas à confondre avec le procès tenu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annoncé le 28 novembre 2024 l'ouverture du procès RDC Rwanda le 12 février 2025, soit dans 2 mois.
il faut distinguer ce procès de celui qui a été ouvert le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC. Le procès dont je vous entretiens ce jour s'ouvrira devant la Cour de droits de l'homme et des peuples qui est une juridiction de l'Union africaine. Ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes, conçues, diligentées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minéraux, le viol de nos enfants et nos femmes et le massacre de nos populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Et encore une réaction de soutien au projet de réforme constitutionnelle. L'acteur politique congolais proche du pouvoir en place, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, se dit également favorable à cette initiative. Au cours de leur échange, les membres de la direction politique du Rafat ont fait le point sur les points de vue des uns et des autres en rapport avec la révision ou le changement de la Constitution. À l'issue de leur réunion, le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rafat en sigle, fait la déclaration qui suit. La Constitution prévoit sa propre révision. La Constitution prévoit de la respecter et de la faire respecter. La Constitution ne prévoit pas son changement. La Constitution n'interdit pas son changement. Ce qui n'est pas interdit, la Constitution est permis. Donc, on peut changer la Constitution. En tout état de cause, tout au long de son combat politique, singulièrement lors de la tenue de la conférence nationale souveraine, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, père de la démocratie congolaise, a toujours prôné les changements de tout ce qui n'est pas bon pour le pays. Salus populi suprema lex. Le salut du peuple est la loi suprême. Et puis le parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation, mouvement des Congolais unis, dirigé par Jean-Paul Chivula Ilunga, ambassadeur universel de la paix, a dans une déclaration rendue publique ce mardi, plutôt ce lundi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, salué le projet de la révision constitutionnelle voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Que toute constitution est modifiable. En présence de Viviane Massengo, représentante du parti à Lubumbashi, Stanislas Dienga, secrétaire général du mouvement des Congolais unis, a affirmé que cette formation s'engage fermement à maintenir les cycles démocratiques entamés en 2011 et poursuivis jusqu'aux élections de 2023. Toutefois, il estime que dans ces 11 propositions, que certaines révisions constitutionnelles s'imposent pour permettre une gouvernance plus efficace. Ainsi, les MCU proposent un régime présidentiel renforcé où les présidents disposeraient des pleins pouvoirs exécutifs et seraient responsables devant le Parlement avec un vice-président élu en tandem pour assurer une transition fluide en cas d'empêchement. À cela s'ajoute la suppression de toutes les institutions jugées budgétivores telles que les Sénats, les assemblées provinciales et certaines structures consultatives. Ce que le MCI propose, c'est la suppression des institutions budgétivores.
Dans un pays au rendement économique famélique, la multiplicité des institutions, au pire des cas avec des attributs chevauchants, nécessite dans l'urgence absolue la suppression de quelques-unes afin de permettre la réorientation du budget alloué aux dites institutions aux projets vitaux de développement. Parmi d'autres innovations proposées par les partis chers à l'ambassadeur Jean-Paul Chivouila, il y a l'élection présidentielle à 2 tours qui est une mesure qui garantirait une légitimité accrue au chef de l'État. Enfin, les MCU recommandent l'usage exclusif du franc congolais pour toutes les transactions afin de maîtriser l'inflation et renforcer les contrôles monétaires. Le coordonnateur national de l'association sans but lucratif Les Témoins des Fachi, bienvenue Mounia Soubi, a organisé une sensibilisation de jeunes étudiants et les associations de jeunes sur le projet de changement de la constitution voulu par le président de la République. Ces jeunes ont manifesté leur soutien à ce projet et pensent que l'initiative du chef de l'État est une étape essentielle pour assurer la souveraineté et le développement du pays. Les étudiants issus des différents établissements supérieurs et des jeunes membres d'associations ont répondu présents à la réunion sur la campagne de sensibilisation sur les changements ou la révision de la Constitution voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette rencontre a été initiée par Bienvenue Mounia Soubi, coordonnateur de l'ASBL Les Témoins des Fachi, qui s'est donné la peine à expliquer un à un les articles qui posent problème dans l'actuelle constitution avant de permettre au pays d'avoir une constitution adaptée à sa situation sociopolitique. Aujourd'hui, j'ai été content d'être devant une jeunesse congolaise qui a compris. Je pensais que je pouvais m'attarder à les démontrer toutes les raisons possibles du changement de la Constitution, mais j'ai été heureux de voir qu'il y avait plusieurs copies de la Constitution dans la salle et que les étudiants congolais présents dans la salle aujourd'hui ont crié haut et fort, sans froid aux yeux, qu'ils veulent le changement de la Constitution. Les participants ont exprimé leur soutien par des discours et des échanges qui ont mis en avant l'importance de la jeunesse dans la construction du futur politique et social de la RDC. Les jeunes présents ont souligné leur volonté de participer activement au processus des réformes et de se positionner comme acteurs du changement. Mais nous, qui sommes leaders d'opinion, nous sommes censés également dire oui au changement de la Constitution. La nécessité du changement de la Constitution et non même pas de la modification, parce qu'il estime qu'il y a des questions fondamentales qui doivent être réglées de manière méticuleuse. Cette mobilisation s'inscrit dans une dynamique plus large des sensibilisations de la population congolaise sur les enjeux liés à la révision constitutionnelle. Cet événement a non seulement été un moment de solidarité et de mobilisation, mais aussi a permis de mettre en lumière les aspirations d'une génération prête à œuvrer pour un avenir plus juste et prospère pour la RDC. Au Lualaba, la gouverneure de province a reçu en audience une délégation de l'agence de pilotage, de coordination et suivi des conventions de collaboration. Cette délégation, conduite par le directeur général Yodi Shembo, est allée présenter les civilités à l'autorité provinciale. Sa mission de quelques jours consiste, entre autres, à visiter la 6 communes, inspecter les infrastructures et procéder à l'installation de la direction provinciale de l'APCCC. L'agenda de la gouverneure du Lualaba, ce mardi 3 décembre 2024, a réservé une place d'audience à la délégation de la direction générale de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, l'APCSC. Accompagné du professeur Claude Mambakabassou, le directeur général Freddy Yodi Shembo et sa suite ont été reçus par la gouverneure du Lualaba à l'hôtel du gouvernement provincial.
En ce jour de travail de quelques jours, les hauts responsables de l'APCSC sont allés présenter leur civilité à Fifi Masuka Saini. Leur mission porte sur la visite des installations des 6 communes, l'inspection des infrastructures en mesurant les degrés de satisfaction dans les chefs de l'exécutif provincial et l'installation de la direction provinciale de l'APCSC. Nous avons eu essentiellement des échanges autour de 3 aspects qui concernent notre mission. Le premier aspect, c'est une visite de travail d'inspection à la SICOMINE. Nous avons voulu échanger avec l'autorité parce que la SICOMINE est implantée dans cette province et nous voudrions entendre, nous en tant qu'agence de régulation de cette convention, on voudrait entendre le comportement de ceux que nous sommes appelés à gérer. En présence de Geoffrey Masuka, ministre provincial de l'énergie, la délégation conduite par Maître Yodi Shembo a eu aussi des échanges profonds avec la gouverneure Masuka sur la possibilité d'établir une convention de collaboration avec le gouvernement Lualabé de manière à soutenir les efforts de développement des infrastructures de base déjà palpables afin de valoriser les richesses naturelles de la RDC comme le recommande le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans cette province, c'est le début de l'opération Zéro Trou bouché sur la ville de Kolwezi. C'est le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage, Manuel Arcel Dandoula, qui a procédé à cette opération qui consiste à curer les caniveaux de la capitale du Cobalt afin de lutter contre les débordements des eaux observés après chaque tombée de pluie. Pour ces débuts, c'est la route nationale numéro 39 et la route RVA Istem qui sont concernés. Début vendredi de l'opération Zéro Caniveau Bouché dans la ville de Kolwezi. Le go de cette opération, qui consiste à curer la canalisation des eaux au bord des grandes artères de Kolwezi, a été donné par le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage manuel Arsène Dandoula. De grandes artères ont été ciblées par l'équipe du cantonnage manuel de la DEPASEM. Il s'agit de la route nationale numéro 39 dans son tronçon compris entre l'antenne Tigo et l'hôpital Watuwetu. Bêche à main, les ouvriers enlèvent les ordures et autres déchets en plastique dans la tranche jetée par les passagers et le plus dur également, c'est la couche importante du sable qui obstrue le passage normal des eaux. Ne laisser nulle place où la bêche ne passe et repasse, c'est l'une des directives du numéro 1 de l'assainissement provincial à ses ouvriers. L'endroit où les dames sont posées, la direction provinciale de l'assainissement recourt à la tractopelle pour les enlever afin de permettre aux agents du cantonnage manuel de curer la voie. À quelques kilomètres de là, c'est la grande route RVA Istem qui est pris d'assaut par les services de l'assainissement provincial où le même travail est fait. C'est le début d'un travail de dur labeur dont l'objectif est de permettre à ces caniveaux de jouer leur rôle habituel durant cette période pluvieuse et éviter tout débordement des eaux. Nous venons pour lancer Zéro Drain Bouché. C'est une opération qui consiste à déboucher tous les drains de la ville. Quand il y a la pluie, il y a débordement des eaux. Pour la réussite de cette opération, le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage manuel, Arsène Dandoula, demande à la population kolwezienne de s'inscrire dans la vision du gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en évitant de jeter les immondices dans les caniveaux qui sont construits pour l'évacuation des eaux de pluie et non pour être une poubelle. Dans le Holomami, le représentant du gouverneur Mamon Banza en mission, Mwende Wakadilo Rosen, a présidé un conseil des ministres extraordinaire ce mardi 3 décembre. La question liée aux travaux de construction des caniveaux était au centre de débat. Après ces débats, justement, le conseil des ministres a décidé de faire une descente sur terrain. Question de palper du doigt la réalité. Plus de détails dans ce reportage avec la presse du gouvernorat. Soucié de voir l'avancement des travaux de construction des caniveaux et l'ouverture de la route nationale numéro 1, axe Kamina-Luena, le représentant du gouverneur Marmo Banza à mission, honorable Mwende Wakadilo Rosen, vice-gouverneur, a présidé un conseil extraordinaire de ministres dont la question liée aux travaux de construction des caniveaux était au centre de leur échange. Car après sa visite de ce lundi 2 décembre 2024 sur les chantiers, le vice-gouverneur avait constaté que les travaux n'étaient pas conformes aux normes car la route était trop rétrécie. Après échange et délibération, le conseil a décidé d'effectuer une descente sur terrain en commençant par l'avenue des Manguiers vers la route Lubumbashi reliant les quartiers 82 au quartier Centre-Ville. Nous sommes au cœur de la ville de Kamina.
Ici, les vice-gouverneurs et les membres de son gouvernement ont reçu les explications de l'ingénieur Israël Kabila. La première des choses, l'entreprise qui a pied d'œuvre, il respecte le plan d'exécution. Et le gouverneur, comme il nous a demandé, de manière qui est vraiment une partie, une place par rapport au domaine public, nous allons déposer ces désigrata aux autorités. Parce que le plan d'exécution, nous respectons avec l'entreprise ce qui nous a été demandé. Mais par rapport à la population et au gouverneur, ce qu'il a demandé, on prend ces observations qui seront sanctionnées par un PV. Nous allons soumettre ça aux autorités à Kinshasa, de manière à ce que leur feedback ou bien leur réponse pourra nous éclairer une lumière afin qu'on puisse continuer avec le plan. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, reste très déterminé à revêtir sa province d'une robe neuve. Ce dernier a procédé au lancement des travaux de construction de l'hôtel du gouvernement ce mardi 3 décembre à Isiro, chef-lieu des provinces. Ce bâtiment va donc abriter le cabinet des membres du gouvernement provincial du Haut-Ouélé. La cérémonie était présidée par le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, devant les députés nationaux et sénateurs originaires du Haut-Ouélé. Les 10 travaux seront exécutés par Ans Petroleum avec les financements du gouvernement provincial. Ce bâtiment des 5 niveaux va abriter tous les ministères du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, une première depuis l'avènement de cette province issue de la Grande Orientale. Pour le bon déroulement des travaux, la cérémonie de la pose de la première pierre a été faite sous la bénédiction ancestrale du chef de la chefferie des Mayoko, Mabozo, Roger Anga Gaga Tongolo 4. L'entreprise As Petroleum n'a que 2 ans pour finaliser ses travaux. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, n'a pas manqué lors de la cérémonie du lancement de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré sa province où il a séjourné pendant 3 jours. Nous sommes à l'heure des actions. Nous ne sommes pas à l'heure de projets qui commencent et qui sont inachevés. De toutes les façons, la province elle-même dispose de moyens, ou disposera des moyens nécessaires qui lui permettra, si jamais il y a un problème, de pouvoir avancer. La visite du chef de l'État était une bonne occasion pour cette province de bénéficier des grands projets en impact visible. Contacté par la rédaction des Télé 50, le porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, Emmanuel Arama Odingo Kiro, a rassuré à la population du Haut-Ouélé que 2025 sera une année de changements et de transformations, notamment dans les infrastructures routières ainsi que dans la relance de l'agriculture. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Au Sénat, examen ce mardi du projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi soumis à l'examen des sénateurs pour une seconde lecture prévoit un budget équilibré en recettes et en dépenses estimé à plus de 49 milliards de francs congolais. 3 décembre, le monde a célébré ce mardi la journée internationale des personnes vivant avec handicap. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par une grande activité sous les thèmes révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale et des personnes vivant avec handicap. Au Congo, au moins 140 morts sont enregistrés au centre de santé des Pandi suite à une maladie non encore connue. Les vice-gouverneurs des provinces qui livrent cette information précisent que l'inquiétude sanitaire a été observée depuis le 10 juillet dernier. La descente d'une équipe d'experts épidémiologistes est annoncée. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.